Il avait échappé aux autorités pendant 3 semaines avant de se rendre. Le procès d'Arnaud Bonnefoy va s'ouvrir mardi 2 septembre aux Assises de Paris. Cet ancien policier est renvoyé devant la justice pour homicide par conjoint. En janvier 2022, il avait tué sa petite amie dans leur appartement avant de prendre la fuite. Un lourd dispositif de recherche avait été mis en place pour retrouver sa trace. Il avait fini par se rendre en appelant les gendarmes depuis la maison de son père dans le Var. Alors dès ce mardi à la barre, il devra répondre du meurtre de sa compagne, mais aussi s'expliquer sur ces 3 semaines de cavale qui ont donné du fil à retordre aux enquêteurs. Comment la police et la gendarmerie se mettent-elles sur les traces d'un suspect en fuite? Quels sont les outils à leur disposition pour ce type de recherche? Je suis Pauline Revenat. Vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Christian Flech, bonjour. Vous êtes l'ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous reviendrons avec vous sur la manière dont s'organise la traque d'un suspect en cavale. Mais tout d'abord, un rappel des faits. Elisa, le 28 janvier 2022 au matin, Arnaud Bonnefoy, 29 ans, appelle le commissariat dans lequel il travaille et prévient qu'il ne viendra pas travailler. Et oui, cet appel va inquiéter sa hiérarchie au commissariat du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, tout simplement parce que ses collègues savent qu'il a une forte tendance dépressive, voire suicidaire. D'ailleurs, depuis quelque temps, il a l'obligation de laisser son arme de service au commissariat quand il finit sa journée de travail pour éviter tout risque. Ils vont donc essayer de le contacter à plusieurs reprises dans la journée, mais Arnaud Bonnefoy ne répond pas. Donc une équipe va se déplacer à son domicile, dans son appartement du 19e arrondissement de Paris, pour vérifier que tout va bien. Donc avec l'aide de la concierge de l'immeuble, ils entrent dans cet appartement. D'abord, ils vont découvrir sur le sol plusieurs bouteilles vides, pas de traces du policier, il n'y a personne, sauf dans la salle de bain, une jeune femme de 28 ans qui gît inanimée. Il s'agit d'Amanda G, la compagne du policier. Rapidement, une autopsie est menée. Elle confirme que la jeune femme a été tuée et plus précisément qu'elle est morte étranglée. Alors à partir de là, la priorité des enquêteurs, c'est de retrouver Arnaud Bonnefoy. Immédiatement, les soupçons vont se tourner vers lui, déjà parce qu'il est introuvable. Sa voiture aussi, c'est une Peugeot 208 blanche, ainsi que son arme de service. Et puis surtout, 3 ans auparavant, le policier avait déjà été condamné pour des violences conjugales sur une ancienne compagne. Pour ces faits, il avait dû suivre un stage de sensibilisation. Une enquête est alors ouverte pour homicide involontaire sur concubin. Homicide volontaire ? Homicide volontaire sur concubin, tout à fait. Et les policiers du 2e district de police judiciaire de Paris vont prendre en main les investigations. Et là, des moyens très importants sont mobilisés pour le retrouver. Oui, de nombreuses opérations de police et de gendarmerie sont organisées sur tout le territoire. Le but, on le comprend, c'est de savoir où il s'est dirigé, dans quelle direction, dans quelle intention aussi. Il faudra attendre une dizaine de jours avant d'avoir une première indication sur son emplacement. Le 9 février 2022, en observant ses relevés bancaires, les enquêteurs vont constater qu'Arnaud Bonnefoy a fait un retrait de 1 500 € dans un distributeur à Breteuil, c'est une commune de l'Oise, située à 120 km de Paris environ. Mais ensuite, compliqué de savoir où l'homme s'est dirigé. Donc à ce moment-là, les enquêteurs finissent par lancer un appel à témoins. Le but, c'est de faire appel à toutes les personnes ayant des indications sur l'emplacement du suspect pour qu'elles se manifestent auprès des autorités. Et le lendemain, l'enquête rebondit. La voiture d'Arnaud Bonnefoy est retrouvée sur le parking d'un fast-food à Amiens. Et à l'intérieur, son arme de service est retrouvée chargée. Mais lui, le policier, il est toujours introuvable. Alors une fois qu'on a retrouvé la voiture, peu de temps après, il y a un témoignage qui va avoir une grande importance. C'est le témoignage du père d'Arnaud Bonnefoy qui est diffusé sur BFM TV. Oui, lui non plus, il n'a plus de nouvelles de son fils depuis le drame. Il est sonné par ce qui vient de se passer, par ce dont est accusé son fils. Il ne comprend pas pourquoi il a pris la fuite. Et après 3 semaines de recherche, cet homme qui habite à Montmélian dans le Var, il va se tourner vers BFM TV. Il va recevoir des journalistes dans sa maison et dans ce témoignage, il adresse un message à son fils en lui demandant de se rendre. Il lui dit, je cite, « Si tu me vois, si tu m'entends, si tu vois ce message, je te demande de te rendre sans délai dans un commissariat ou une gendarmerie. » Alors, on ne sait pas exactement si c'est seulement grâce à ce message ou s'il y a eu d'autres facteurs qui ont poussé Arnaud Bonnefoy
à prendre cette décision, hein. Il l'expliquera d'ailleurs sûrement lors du procès. Toujours est-il que le 22 février, donc 26 jours après le meurtre de sa compagne, le policier se présente chez son père dans le Var. Il prend une douche, il mange un morceau, il discute avec son père et puis là, il va prendre le téléphone et appeler la gendarmerie pour se rendre. Il est interpellé, reconduit à Paris et après son placement en garde à vue, Arnaud Bonnefoy est mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et placé en détention provisoire. Et la suite va s'écrire au procès, Elisa, qui s'ouvre mardi aux Assises de Paris. Et on le rappelle, pour meurtre sur conjoint, Arnaud Bonnefoy, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup pour ce récit, Elisa. Christian Flech, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Merci de participer à ce podcast. Pour commencer, est-ce qu'il y a des services ou des brigades qui sont spécifiquement formés pour traquer les fugitifs ? Alors oui, il y a des services ou des brigades. Donc en l'occurrence, il y a une brigade d'exécution des décisions de justice à la préfecture de police à Paris, à la police judiciaire. Et puis il y a une brigade nationale de recherche des fugitifs au niveau central. Mais là, en l'occurrence, c'est un service d'enquête qui cherche finalement un suspect sur une affaire de meurtre. Donc on n'est pas sur des fugitifs au sens des gens déjà condamnés qu'on va rechercher un peu plus tard. Mais la technique est la même dans les deux cas, c'est-à-dire que en l'occurrence, on a affaire à une personne qui a pris sans doute la fuite puisqu'on ne la retrouve pas, qui est armée et qui est dépressive. Donc il y a un vrai sujet de retrouver cette personne, notamment avant qu'elle puisse attenter à ses jours. Et concrètement, par quoi est-ce qu'on va commencer quand on se lance sur les traces d'un suspect en fuite ? Alors d'abord, la première chose, c'est de faire un avis de recherche, c'est-à-dire une fiche de recherche de façon à ce que tous les services de police et de gendarmerie de France et de Navarre soient au courant qu'on recherche cette personne-là et éventuellement un véhicule, de façon à ce que si, au travers d'investigations ou au travers de témoignages, un policier ou un gendarme à la trace du passage de cette personne ou à la trace du passage de ce véhicule, ça puisse remonter au service qui a fait la demande de recherche, c'est-à-dire le service qui enquête. Alors, ça, c'est le premier acte. Ouais, et au-delà des avis de recherche, est-ce qu'il y a des outils spécifiques qui aident les enquêteurs à retrouver la trace d'une personne en cavale ? Alors, la personne en cavale, évidemment, va laisser des traces de ses passages. Vous l'avez évoqué, il y a eu dans cette affaire un retrait en espèces. Ça veut dire que là, ça oriente les enquêteurs sur un nouvel endroit. Ça permet d'investiguer autour de l'endroit où la personne a retiré l'argent. On voit dans quelles conditions elle a retiré l'argent, comment elle était habillée, est-ce qu'elle était accompagnée, est-ce qu'il y avait un autre véhicule. Il y a plein d'éléments qui peuvent continuer là-dessus. Ensuite, il y a les traces numériques que vous pouvez laisser si vous avez votre téléphone. Et puis ensuite, il y a évidemment la difficulté que les gens qui partent en cavale sur une affaire, je ne parle pas de délinquants chevronnés, mais même eux, est-ce qu'ils sont capables de se couper du jour au lendemain de tous les liens qu'ils avaient avec leur famille ou leurs amis. Et c'est en faisant des recherches et en élargissant sur les familles et les amis qu'on peut avoir à un moment donné une tentative de contact de la personne qu'on recherche avec les personnes qui sont sous surveillance de la police. Et est-ce qu'il est possible, dans certains cas, d'anticiper les mouvements d'un suspect ? Alors, on peut les anticiper si on a une idée d'un rendez-vous, par exemple, que la personne pouvait avoir à un endroit, ou si on a une information. Ce n'est pas du tout le cas de cette affaire, mais évidemment, lorsqu'on recherche un voyou, il peut y avoir des gens qui auront intérêt à donner des renseignements à la police, parce qu'un voyou qu'on recherche et que la police arrête, c'est un concurrent de moins. Comment est-ce qu'on mesure la dangerosité d'un suspect dans ce cas-là, d'un fugitif ? Quels sont les outils, les critères qu'on scrute ? Alors, en l'occurrence, là, c'est une personne qui est recherchée comme suspect dans une affaire de meurtre, donc ça donne déjà un état de la dangerosité potentielle de cette personne. Ensuite, elle est armée, donc c'est un deuxième critère de dangerosité, et il y a un risque de passage à l'acte de suicide, ce qui est aussi un critère pour que les recherches soient encore plus rapides et approfondies. Après, de façon générale, lorsqu'on recherche un fugitif, et notamment lorsqu'il est déjà condamné, c'est évidemment le quantum de peine qui rentre en jeu. On va rechercher en priorité des gens qui sont condamnés lourdement,
parce qu'il est nécessaire qu'il soit hors d'état de nuire très vite. Et comment est-ce qu'on détermine qu'on va lancer un appel à témoins? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que c'est important de lancer un appel à témoins dans ces cas-là? Alors, l'appel à témoins, c'est un acte d'enquête qui est fait par le service d'enquête avec l'aval du magistrat, soit le procureur si c'est une enquête sous la direction du procureur, soit sous la houlette du juge d'instruction. C'est un acte qui peut être fait, en l'occurrence, si on a d'abord des éléments à donner et si c'est nécessaire qu'on puisse avoir un appui des personnes autour. C'est-à-dire, en l'occurrence, là, on peut avoir une photo, on a un nom et un véhicule. Et c'est, de ce que j'ai entendu, de ce que vous venez de rappeler, c'est grâce à cet appel à témoins qu'on a pu retrouver un véhicule. Donc les appels à témoins, c'est assez efficace, vous diriez, si vous reprenez un peu la mémoire criminelle et les enquêtes que vous avez pu approfondir, ça marche souvent. En tout cas, c'est un outil qui est très utile. C'est un outil qui est très utile, évidemment. Ça veut dire qu'il y a une multitude d'enquêteurs en France qui peuvent chercher eux-mêmes autour de chez eux s'il n'y a pas la trace d'un véhicule ou la trace d'une personne. Donc c'est très utile parce que ça démultiplie les possibilités de recherche. Après, évidemment, un appel à témoins, notamment dans des affaires médiatiques, suscite toujours des manifestations d'huluberlus qui vont s'amuser à appeler la police ou la gendarmerie pour raconter des choses un peu farfelues. On pense par exemple au dossier Xavier Dupont de Ligonnès où, là, effectivement, souvenez-vous, Nantes a dû écumer un certain nombre d'appels fantaisistes, effectivement. Oui, dans toutes les affaires, c'est comme ça. Ensuite, on voit dans un dispositif qui est très particulier, qui concerne les mineurs, donc c'est alerte enlèvement, on voit que ce dispositif, qui répond à des critères de déclenchement très précis par le procureur, ce dispositif qui était issu d'une expérience canadienne est très efficace et il a donné des résultats quasiment à toutes les fois où il a été déclenché. Et en général, est-ce qu'il existe des gestes qui peuvent trahir un suspect? Par exemple, indiquer à quel emplacement il se trouve. Là, on a parlé des relevés bancaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Un coup de téléphone. Quand vous avez envie d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quand vous avez envie de lui souhaiter son anniversaire, quand vous avez envie qu'il vienne vous voir, vous pensez avoir pris des précautions, mais la police aussi est capable de prendre elle-même un certain nombre de dispositions. Et puis, il y a le coup de fil de trop, le retrait d'argent de trop, la contravention que vous pouvez avoir avec votre véhicule. Tout ça, c'est un petit truc qui permet derrière aux policiers d'enchaîner sur une piste et d'aboutir. 3 semaines de cavale, on le rappelle souvent, les cavales, ça demande de l'argent, ça demande de l'organisation et ça demande effectivement une certaine logistique. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, vous, dans cette affaire Arnaud Bonnefoy, pour boucler? Franchement, c'est une affaire qui est extrêmement triste. C'est bien qu'il se soit rendu et maintenant il va pouvoir s'expliquer devant la justice et c'est mieux qu'il ne se soit pas suicidé aussi. Et ça, c'est grâce au travail des enquêteurs aussi qui ont su remonter sa trace. Alors effectivement, la cavale a duré 3 semaines, mais in fine, il a été retrouvé sain et sauf, si je puis dire. Oui, et puis c'est aussi grâce sans doute à la famille, parce qu'il y a besoin que la famille puisse faire passer des messages et que ces messages soient entendus suffisamment pour que dans cette affaire, la personne se rende. Et ça, les messages de proches, les sortes d'appels, si vous voulez, non pas au secours, mais des appels à se rendre, ça, c'est efficace aussi, souvent? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que quand vous avez soit des messages à la télévision, soit même parce qu'à un moment donné, il y a un contact entre la personne ensuite et quelqu'un de ses proches, quand les policiers sont capables d'avoir convaincu les proches que la meilleure des solutions était que le fugitif se rende, je pense que le fugitif, il est plus accessible au raisonnement des gens qu'il connaît qu'à des raisonnements de personnes extérieures. Merci beaucoup Christian Flech, merci pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et sur les plateformes de streaming. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit. Merci à tous.